Si on prend le crâne de l'homme, vous avez la boîte crânienne qui est cette partie-là et qui protège le cerveau. Et lorsque vous observez cette boîte crânienne, quelles sont ses grandes caractéristiques? Ces os sont comment par rapport aux os de la jambe, par exemple? Ils sont plats. À quoi ça vous fait penser, ça? Des os plats qui se rencontrent, qu'on a étudiés il n'y a pas très longtemps? Aux plaques terrestres. Et pour approfondir encore plus la connaissance, l'approche de ce qu'on étudie, on va faire le modelage. Et là, le modelage nous apporte des informations qu'on ne voyait pas en fait au départ, parce que ce sont les mains, les doigts qui vont agir. Et le fait de modeler nous apprend à regarder plus finement les choses et à ressentir les forces qui se sont exercées pour achever la forme qu'on étudie. Vous pouvez tenir le crâne comme ça, dans la paume repliée, et là, vous avez les deux gestes fondamentaux qui impriment l'aspect de la tête humaine. Depuis des années, les écoles Steiner sont souvent confrontées à des épidémies, comme dans cet établissement près de Colmar. En 2015, une centaine d'élèves contractent le virus. Ça fait grandir un enfant d'avoir une vraie maladie. Une maladie largement sous-estimée. Pourtant, elle est très contagieuse et peut avoir des conséquences mortelles. 140 000 décès dans le monde l'année dernière. Officiellement, l'anthroposophie recommande la vaccination. Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans une école Steiner. La littérature anthroposophe est omniprésente. Les visiteurs peuvent acheter les œuvres complètes de Rudolf Steiner. Des références, comme la science de l'occulte, ou les expériences vécues par les morts, mais aussi des livres de médecins anthroposophes, où l'on peut lire La rougeole, un chemin vers l'harmonie intérieure. Les enfants deviennent plus réceptifs intellectuellement après la maladie. Elle a une action positive qui nous amène à déconseiller la vaccination contre la rougeole. Nous allons aborder le problème de violence au sein de certains établissements Steiner-Waldorf. Plusieurs parents ont témoigné dans ce sens et dont certains témoignages ont été regroupés dans le journal Slate de janvier, article ayant pour titre « Violence, abus, racisme, la loi du silence des écoles Steiner-Waldorf ». Monsieur Perrat, avez-vous pu constater une certaine forme de discrimination ou de violence et en avez-vous vous-même subi? Je pense que la première des violences quand on est dans une école Steiner-Waldorf en tant qu'enfant, c'est d'être en contact avec des anthroposophes. Parce que on est du coup en contact avec des gens qui vivent avec une doctrine qui est folle, qui voit le monde de façon déformée, fantasmatique, délirante, et qui sont vos repères, qui sont votre normalité. Faut vous imaginer ce que ça peut représenter pour un enfant de vivre avec ces gens extrêmement rigides la plupart du temps. Je crois que l'anthroposophie, c'est quelque chose qui rend rigide intellectuellement, intérieurement, sur tous les plans, dogmatique, malveillant, enfin le contraire de bienveillant. C'est-à-dire que vous avez en face de vous des gens qui vous jugent et qui la plupart du temps vous jugent mal parce que vous n'êtes pas conforme à ce que vous devriez être de leur point de vue. Et ben ça, c'est une violence. Je me souviens du fils de mon ex-compagne qui avait fait sa scolarité dans l'école, dans une école Steiner-Waldorf, et qui disait sans arrêt à sa mère: mais maman, retire-moi de là, sors-moi de là, maman, où je fais une fugue. Ces gens sont fous, sors-moi de là, maman. Et sa mère ne l'écoutait pas. Oui, moi je crois que d'abord, la violence dans les écoles Steiner-Waldorf, c'est la violence pour les enfants d'être en contact avec l'anthroposophie. Ensuite, il y a la question des violences physiques. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui m'est revenu régulièrement de la part de personnes qui avaient retiré leurs enfants des écoles Steiner-Waldorf. C'était quasiment à chaque fois les mêmes récits glaçants,
sordide, glauque. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mais bon, à chaque fois, il s'agissait de ces vices corporels, parfois qui allaient loin, et souvent aussi quelque chose qui était connoté sexuellement, des agressions sexuelles entre enfants et pas qu'entre enfants. Moi, ce que je peux dire, c'est que en tant qu'ancien élève Steiner-Waldorf, la violence, je me souviens qu'elle était quotidienne, qu'elle était normale, qu'elle ne faisait pas l'objet de réprimandes de la part du corps enseignant. Par exemple, après pendant la grande récréation, après le repas, il y avait systématiquement des, entre guillemets, chasses à l'homme. Mais les chasses à l'homme de l'école Steiner où j'étais, c'était pas les chasses à l'homme qu'il peut y avoir ailleurs. Non, c'était certaines personnes, toujours les mêmes, avaient quelques minutes pour s'enfuir et les autres ensuite allaient les chercher partout dans la cour de récréation qui se trouvait être un bois avec de multiples endroits où se cacher, et quand elle les trouvait, elle les passait à tabac. Et passer à tabac, c'était vraiment passer à tabac, c'est-à-dire rouer de coups de pied, de coups de poing, qui faisait que très souvent, je rentrais en classe pour le cours de l'après-midi, les vêtements déchirés, couverts de boue, la bouche en sang, des bosses partout sur la tête, des griffures sur mes bras, le pantalon déchiré systématiquement au niveau des genoux, au point d'ailleurs que pendant 2 ans, je me souviens que j'avais de telles blessures quotidiennes aux genoux que ça avait fini par poser un problème parce qu'elles n'avaient pas le temps de cicatriser. C'est-à-dire que à peine après avoir été blessé au genou un jour, je l'étais de nouveau le lendemain ou le surlendemain, ce qui fait que le processus de cicatrisation n'avait pas eu le temps de se faire, et ça, répété sur une année, ça avait commencé à poser de vrais problèmes médicaux, parce que un genou ne peut pas être couvert d'une croûte qui ne cicatrise pas pendant des mois et des mois comme ça, c'est pas possible. Et puis je me souviens rentrer systématiquement en cours, le professeur qui me voyait dans cet état-là et qui ne réagissait pas, il disait aux élèves, bon, prenez place derrière vos tables, asseyez-vous et puis on va commencer le cours. Tout était normal, tout allait bien. Je dois dire aussi que ces sévices, ils prenaient assez souvent une tournure sexuelle. C'est-à-dire que il y avait de la perversité dans ce jeu de ceux que j'appelle maintenant les tortionnaires, c'est-à-dire les élèves qui avaient le droit de tout faire à l'école, qui allaient jamais avoir la moindre réprimande. Et souvent, comme par hasard, c'était les enfants d'anthropologues. Il y avait une forme de perversité chez eux, c'est-à-dire que quand ils remarquaient que 2 personnes étaient amies ou se plaisaient, un garçon et une fille, voilà, comme ça peut se passer à cet âge-là, eh bien, ils allaient les attraper en cours de récréation, ils les dénudaient entièrement et ils les forçaient à s'enlacer, à se coller l'un contre l'autre. Et évidemment, quand vous avez vécu ça, une fois, la personne avec laquelle il pouvait y avoir eu un début de quelque chose de sentimental, de conforme à cet âge-là, c'était évident que ça ne pouvait plus continuer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai vécu assez fréquemment, avec parfois des situations qui allaient jusqu'à être vraiment très dangereuses. Je me souviens notamment d'un enfant handicapé
à qui les tortionnaires, appelons-les comme ça, avaient fait manger des champignons empoisonnés dans la cour de récréation. Parce que comme c'était un bois également, il était facile de trouver des champignons. Et ils en avaient trouvé, ils avaient forcé cet enfant handicapé à ingurgiter les champignons en question. Et ça avait failli vraiment mal tourner. Donc oui, d'après mon expérience, la violence, elle est normale, elle est quotidienne dans les écoles Steiner-Waldorf. Rien n'est fait pour y mettre fin. On s'aperçoit que des récits comme ceux qu'on m'a rapporté, que m'ont rapporté des parents qui ont retiré leurs enfants de ces écoles, comme celui que moi j'ai vécu, ou que d'autres camarades de classe ont vécu, sont des récits que l'on va retrouver souvent quasiment à l'identique dans plein d'écoles Steiner-Waldorf à travers le monde. On est bien obligé de s'interroger sur le fait qu'il pourrait y avoir des causes identiques provoquant les mêmes événements. Parmi les explications possibles à ces événements, moi je crois qu'il y a l'idée de karma, que les anthroposophes ont tendance à laisser faire ce genre de choses parce que pour eux, les enfants accomplissent ainsi leur karma, ils règlent leur compte de vies antérieures et qu'il ne faut pas intervenir dans les affaires karmiques. Madame de Vancey, suite au témoignage de Monsieur Perra, expliquant certains sévices qu'il a subis, ainsi que des témoignages d'autres parents, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous en retenez? Alors, de cet article et d'autres que j'ai lus, je pense notamment à un article il y a quelques mois dans le Parisien qui parle d'agression sexuelle entre enfants dans un jardin d'enfants Steiner de la région parisienne. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce qui est décrit dans ces articles et ce que décrit Grégoire Perra ne se produit pas dans les écoles ordinaires. Alors, je ne dis pas qu'il ne se produit aucun problème dans les écoles ordinaires, bien évidemment qu'il y en a. Mais par exemple, un enfant qui se fait blesser à chaque récréation et qui a des plaies qui ne cicatrisent pas, ça ne passe pas inaperçu. Bon. Des enfants qui déshabillent d'autres enfants et qui les collent l'un contre l'autre, ça ne peut pas se passer dans la cour. Alors après, il peut toujours y avoir un loupé. Ça peut être dans un recoin, ça peut être dans les toilettes. Je ne dis pas qu'il ne se passe jamais rien de cet ordre-là dans les écoles, mais de façon récurrente et sans intervention des adultes, absolument pas. Et pour moi, ce qui prouve qu'il y a quand même un problème spécifique, c'est que dans l'article du Parisien, donc je rappelle qu'il parle d'agression sexuelle entre enfants au jardin d'enfants, donc des enfants d'âge maternel. Alors déjà, moi, en 20 ans de carrière dans l'éducation nationale, j'ai eu connaissance, alors il y en a peut-être dont je n'ai pas eu connaissance, mais j'ai eu connaissance une fois d'un problème, et ce n'était pas un problème d'agression sexuelle, c'était un problème de touche-pipi dans les toilettes inadaptées. Bon, normalement, il y a toujours la maîtresse ou une ATSEM qui surveille les toilettes, mais là, il y avait dû y avoir un moment d'inattention. Donc, ça s'est produit une fois, ça a été recadré, ça a été aussi dédramatisé, parce que je me souviens que les parents vivaient ça justement comme une agression sexuelle, donc expliquer que la découverte du corps de l'autre n'est pas forcément une agression sexuelle à 3 ans. Mais quand il s'agit d'agressions de parents qui en sont, ce qui est le cas de l'école Steiner de la région parisienne dont je parlais, qui en sont réduits à porter plainte et avec des problèmes récurrents qui durent depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années, d'après ce que j'ai compris, et que dans l'interview du Parisien, le journaliste met entre guillemets, alors je ne me souviens plus et l'article n'est plus accessible donc je ne peux pas les vérifier, met dans la bouche d'une enseignante ou de la directrice, enfin dans les deux cas ça pose question, les paroles suivantes: il faut bien laisser les karmas s'affronter. Ce n'est pas possible. Enfin, en plus cette école, alors pas la partie maternelle mais le reste de l'école est sous contrat, enfin, puis même hors contrat, on est dans de la maltraitance. Si un enseignant ou un éducateur pense qu'il ne doit pas intervenir dans des conflits entre enfants parce qu'il faut laisser les karmas s'affronter, quand on parle d'agressions sexuelles répétées qui ont déclenché des plaintes qui durent depuis des mois, enfin, pour moi ça dépasse le sens commun.
Donc, alors je sais qu'à chaque fois sur les réseaux que ce genre de choses se discute ou que ce genre d'article sort, on dit il y a des problèmes dans toutes les écoles. Oui, il y a des problèmes dans toutes les écoles. Il y a des dérapages, des défauts de surveillance. Ça peut arriver. Mais je trouve quand même que dans ce qu'on lit sur les écoles Steiner, il y a des schémas qui se répètent. Et surtout, on entend beaucoup plus parler de problèmes dans les écoles Steiner, alors qu'en France, elles sont une vingtaine. Je n'ai pas en tête le chiffre, mais pour bien plus, hein, ça se sent comme une mesure d'école. Donc, alors bien sûr, aucune violence n'est acceptable, hein, où qu'elle se passe dans une école Steiner ou ailleurs. Aucune violence sur enfants, entre enfants n'est acceptable. Mais la non-intervention des adultes qui pourrait être liée aux croyances anthroposophiques et qui pourrait être systémique dans ces écoles est pour moi un élément majeur qui devrait alerter, déclencher en urgence des inspections pédagogiques et des services sociaux dans toutes ces écoles. Je ne sais pas comment est menée l'enquête dans l'école évoquée par l'article du Parisien et par les écoles évoquées par les articles de Slate. J'espère que toute la lumière va être faite sur ces affaires et que des mesures vont être prises, parce que c'est absolument inacceptable que des enfants soient en danger à l'école. En danger physique, en danger d'agression sexuelle et en danger, j'imagine aussi, ça pour le coup, il y en a aussi beaucoup dans les écoles publiques parce que c'est plus difficile à détecter, à surveiller, tout ce qui est de l'ordre du harcèlement moral, hein, qui ne laisse pas de traces, mais qui peut se dérouler de façon tout à fait perverse sans que les adultes en aient conscience, et c'est pour ça que ça échappe plus largement dans les écoles ordinaires. C'est tout aussi inacceptable, hein, et il faut absolument trouver des solutions et former les professionnels au repérage et à l'intervention dans ces situations délicates. Et puis j'ai aussi du mal à comprendre que les parents Alors si, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de parents qui réagissent en enlevant leurs enfants de ces écoles, ce qui est une bonne réaction, à mettre son enfant à l'abri. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont peu invités à témoigner. Peut-être qu'ils ont peur. Il me semble avoir lu des témoignages de parents qui avaient peur de représailles. Il y a peut-être des parents aussi qui sont déjà sous emprise et qui ont du mal à prendre conscience que ce que leur dit leur enfant ou que les signaux de malaise qu'ils captent sont vraiment inquiétants. Mais je dois dire que moi, c'est ce qui m'atteint le plus, parce que tout ce qui est de l'ordre de la maltraitance, c'est insupportable. Et quand elle est institutionnelle et quand elle est le fait de professionnels, de gens à qui les parents ont confié leur enfant en toute confiance, c'est juste inacceptable. Et je me demande ce que les pouvoirs publics font contre ça, si ce n'est diminuer les moyens de la Miviludes. Je souhaiterais aussi que l'on puisse aborder le thème de la santé, et notamment celui de la vaccination. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de parler avec Shadow Ombre lors de notre entretien. Cependant, j'aimerais aussi avoir votre retour sur cela. Le Centre de l'Anthroposophie, le Goetheanum, ainsi que la Fédération des écoles Waldorf déclarent ne pas avoir de position anti-vaccination. Néanmoins, chaque année, des clusters, notamment de rougeole, arrivent dans des écoles Waldorf. Et ce n'est malheureusement pas un épiphénomène. Monsieur Perra, pouvez-vous nous en parler un peu plus ? Il faut savoir que dans la doctrine anthroposophique, il y a du complotisme. C'est même une partie très importante des conférences de Rudolf Steiner ou des propos de Rudolf Steiner qui constituent l'anthroposophie, c'est du complotisme. Steiner inventait des complots de toutes sortes. Il y a par exemple un livre de lui, qui est un recueil de conférences, qui s'intitule « Derrière le voile des événements ». Et il explique les vraies raisons de la Première Guerre mondiale, à la sauce anthroposophique. Par exemple, pour lui, la Première Guerre mondiale, c'est un complot des loges maçonniques qui voulaient instaurer dans l'est de l'Europe un désert, une zone d'expérimentation socialiste, et qui ont donc fait en sorte que le communisme s'installe en Russie.
Il voulait aussi, bien sûr, détruire l'avenir de l'humanité qui se réalisait à travers la naissance de l'anthroposophie et de la communauté des chrétiens. Donc, les loges maçonniques ont fait en sorte de déclencher la Première Guerre mondiale pour démanteler l'empire austro-hongrois qui aurait été, selon Steiner, le cadre idoine de développement de l'anthroposophie et de la communauté des chrétiens. Dans les théories du complot inventées par Steiner, il y a aussi la vaccination. Pour lui, les vaccins ont pour fonction d'abord de nous empêcher de réaliser notre karma dans cette existence, parce que les maladies que nous faisons, ce sont des maladies que nous devons faire pour notre bien, parce que les maladies sont envoyées par les dieux pour nous aider à progresser sur notre chemin d'évolution spirituelle. Donc nous devons les faire, ça ne veut pas dire que nous devons y succomber nécessairement, mais nous devons les avoir, nous ne devons pas refuser de les avoir. Nous pouvons être soignés, si possible avec de la médecine anthroposophique, mais et donc nous pouvons en guérir, mais nous ne devons pas refuser d'avoir les maladies qui nous sont destinées, parce que là, par contre, ça pose un problème pour l'accomplissement de notre destinée. Et aussi, Steiner avait fait des déclarations prophétiques, ou plutôt de complot à venir, où il disait qu'un jour, on inventerait un vaccin pour que les hommes n'aient plus accès à leur âme, pour nous priver de notre âme, et pour que nous ne soyons plus sur Terre que des sortes de corps sans âme, de robots dominés par Ahriman. Donc, si l'anthroposophie est, par définition, complotiste, moi, ça ne m'étonne absolument pas que les anthroposophes, et même parfois les personnes ouvertement proches des écoles Steiner et même travaillant à l'intérieur, aient relayé des complots liés autour du Covid-19. Oui, d'ailleurs, nous allons parler du thème de la conspiration dans un petit moment. Alors, si je résume ce dont j'ai pu analyser, les maladies infantiles ont une action bénéfique sur le développement et le karma de l'enfant, et les vaccins étant des produits de la science, donc d'émanation ahrimanienne, ceux-ci vont empêcher le corps spirituel de pénétrer l'enfant à ses 7 ans. Croyance uniquement basée sur la non démontrée clairvoyance de Steiner, et dont voici certains propos. Je cite: « Les jeunes enfants sont encore si peu séparés du monde spirituel que l'on ne peut parler de mort, mais plutôt d'un rejet d'une ancienne vie pour en développer une nouvelle. Quand les enfants meurent, ils emportent alors quelque chose qui entrave les efforts des puissances lucifériennes. » Alors ce schéma de pensée accorderait donc plus d'importance au potentiel bienfait d'une hypothétique incarnation qu'au danger réel et immédiat de l'enfant ainsi que celui de la société, d'où le fort nombre des foyers épidémiques recensés dans ces institutions. Cette conception des maladies et la position concernant les vaccins sont donc uniquement guidées par un acte de foi. Est-ce que ce résumé vous semble correct? Oui, ça me semble être un bon résumé. Alors, ce qui est toujours intéressant avec l'anthroposophie et les instances de l'anthroposophie, c'est que dès que vous dénoncez un des éléments de leur doctrine, il y a toujours une instance de l'anthroposophie pour dire « Ah, mais pas du tout, on n'est pas contre la vaccination, on n'est pas raciste, etc. On est contre le racisme. » Et même, on est capable de se démarquer de Steiner s'il avait dit que la vaccination n'était pas une bonne chose, mais c'est pas sûr qu'il l'ait dit, ou on a mal compris ce qu'il a dit. C'est toujours comme ça qu'ils se défendent. Le double langage, ça fait vraiment partie de l'anthroposophie. Ils sont capables de dire une chose en public et une autre en privé. Et ça, on le voit
quand on lit par exemple les conseils de Rudolf Steiner, c'est flagrant. Steiner inaugure sa première école Steiner en disant « Nous n'y enseignerons pas l'anthroposophie, nous ne serons pas l'école d'une vision du monde et d'une religion, même de l'anthroposophie. » Il le dit devant tous les parents rassemblés. Ça provoque l'enthousiasme, l'adhésion, voilà quelqu'un d'ouvert qui n'a pas pour projet de fonder une pédagogie sectaire, mais au contraire une vraie pédagogie ouverte sur le monde. Et une semaine après, en privé, devant les professeurs qui sont rassemblés autour de lui, il dit textuellement « Nous devons enseigner l'anthroposophie aux élèves. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Si vous devez leur parler de l'Atlantide, eh bien, vous leur parlerez de l'Atlantide parce que c'est la vérité, parce que l'anthroposophie dit la vérité sur le monde. Eh bien, s'il faut leur parler, s'il faut leur dire des vérités sur le monde et qu'il faut pour cela leur parler de l'anthroposophie, n'hésitez pas à le faire. Une semaine après, c'est typique de l'anthroposophie encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a ce qui est dit officiellement et ce qui est dit en interne. Et ça ne leur pose aucun problème d'avoir ce double discours. Il n'y a pas d'état de conscience morale des anthroposophes par rapport à ce genre de bifurcation. Ce qui est très frappant quand on fréquente un petit peu les anthroposophes sur les réseaux sociaux, je crois que ça a vraiment marqué la plupart de ceux qui les ont approchés, c'est leur extraordinaire mauvaise foi. Une mauvaise foi qui va jusqu'aux limites extrêmes de où peut aller la mauvaise foi, c'est-à-dire jusqu'à l'infini, j'ai l'impression. Parfois c'est fait avec intelligence, avec brio, avec des arguments. Voilà, souvent ça va être des personnes payées par le Goetheanum pour leur talent de communication. Parfois aussi c'est fait par d'autres personnes qui n'ont pas tout à fait la pleine possession de leur raison, mais c'est toujours la même mauvaise foi, impressionnante, démesurée, mais qui, à mon avis, s'explique très bien dès qu'on connaît un petit peu comment fonctionnait Rudolf Steiner lui-même. Nous pouvons donc maintenant parler de la conspiration, et en cette période de pandémie de Covid-19, notamment en Allemagne, nous avons pu voir des enseignants Waldorf marcher en tête de proue lors de manifestations et y participer comme conférenciers aux côtés de mouvements complotistes et de partis politiques extrémistes. Y escander des propos anti-masques, anti-vaccination, accusant Big Pharma, invectivant le gouvernement et incitant la population à la désobéissance des règles sanitaires. Nous avons aussi pu découvrir que dans des groupes semi-publics regroupant des personnes du milieu scolaire Waldorf sur Telegram, professeurs, employés et parents discutent de leur défiance envers les médias corrompus et proposent de se tourner vers des médias alternatifs pour la majorité subversifs, des sites propagandistes, conspirationnistes ou tout simplement douteux, certains n'hésitant pas à qualifier les mesures sanitaires de folie ayant pour but de détruire les enfants. Je cite « Des masques entravent la liberté et sont cause de décès, des enfants sont morts. Le test PCR est un test ADN pour nous détruire et obtenir toutes nos données de santé. » Ils échangent aussi des astuces sur la manière de fabriquer des masques très fins et même des masques respirants percés de trous. D'ailleurs, un instituteur Waldorf explique avoir fabriqué un masque tricoté grossièrement afin de pouvoir répondre simultanément aux exigences et consignes sanitaires tout en les ridiculisant. Mais chez nous aussi, sur les réseaux sociaux, de nombreux anthroposophes et éducateurs Waldorf se positionnent en invitant à la désobéissance civile, refusant gestes barrières, masques ou vaccins. Beaucoup affichant sur leur profil « Je suis Hold Up » en référence au documentaire conspirationniste du même nom. Monsieur Perrat, pensez-vous que la pensée conspirationniste soit intrinsèque à celle de l'anthroposophie ?
L'anthroposophie, c'est une vision du monde qui considère que la société et le monde extérieur est mauvais, par définition. Une comparaison qui revient souvent dans la bouche des anthroposophes entre eux quand ils se définissent eux-mêmes, c'est de se comparer aux premiers chrétiens qui vivaient leur religion dans les catacombes, tandis que l'Empire romain, en pleine décadence, festoyait au-dessus d'eux. Et je crois que c'est vraiment comme ça que se vivent les anthroposophes. Ils se vivent comme étant un petit monde d'élus qui possèdent la vérité, tandis que le reste de la société serait dans le mensonge et dans la décadence la plus totale. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui pour les anthroposophes parce que pour eux, ça y est, les prophéties apocalyptiques de Rudolf Steiner sont en train de se réaliser. Steiner avait prévu l'incarnation d'Ahriman dans un corps humain au début du 3e millénaire, avec l'avènement d'une loi qui allait empêcher les gens de penser librement, et l'avènement d'un vaccin qui allait empêcher les êtres humains d'accéder à leur âme et au monde spirituel. Et ben pour eux, ça y est, on y est. Le temps apocalyptique de l'incarnation d'Ahriman est en train de s'accomplir. Donc leur réaction à cette pandémie, elle est tout à fait logique. Ahriman va prendre le pouvoir sur le monde et il faut entrer en résistance. Il faut s'insurger, il faut être le petit groupe de ceux qui vont s'opposer à la gouvernance mondiale d'Ahriman, qui va, si elle réussit, dévoyer l'humanité et la faire aller dans des chemins de perdition totale. Alors moi, j'aimerais bien savoir qui est la réincarnation d'Ahriman. Alors, oui, pour les... C'est ma petite idée, mais elle est peut-être pas bonne. Je ne suis peut-être pas assez complotiste. Ah, qui est cette incarnation? Bah oui, est-ce qu'il est déjà réincarné? Est-ce qu'on sait qui c'est? Alors, il y a eu des écrits anthroposophiques là-dessus, oui, il y a depuis une trentaine d'années. Pour les anthroposophes, le livre et le film Rosemary Baby de Polanski n'est pas du tout une fiction, c'est une réalité. C'est-à-dire que j'ai revu il n'y a pas longtemps, effectivement. Pour eux, il y a vraiment eu, à peu près à l'époque où Polanski a fait son film, il y a vraiment eu, quelque part dans le monde, l'incarnation d'un enfant qui était l'enfant du diable. Alors moi, je me demande si la maman de Bill s'appelle Rosemary. Je pensais à Bill Gates comme personnage. Ah oui. Oui, comme candidat éventuel. Après, je n'ai pas une grosse connaissance des mouvements complotistes. Hein. Je vois passer des choses sur les réseaux, donc je pense à Bill Gates tout de suite. Alors comme oui, étant potentiellement les pas le bon profil. C'est pas ça, c'est que ça peut l'être et ça peut ne pas l'être à la fois. C'est-à-dire que les anthroposophes, ils vont toujours faire attention de ne pas être trop clairs dans leur prophétie. Ah oui. Pour que, une fois que celle-ci s'est révélée ne pas fonctionner, ils puissent dire ah ben non, mais en fait. On n'a jamais dit que c'était lui. Oui, d'accord. Oui, ils vont pas se mouiller, ils vont pas désigner. Et Steiner faisait ça. Hein. Si tu regardes bien toutes ces prophéties, il est toujours très très flou sur les dates, sur les personnes, tant que ce sont des prophéties à venir. Quand c'est des choses passées, parce qu'il décrit aussi beaucoup de complots passés, ah oui, c'est plus simple. Il donne les noms, les personnes,
telle personne était possédée par tel démon, c'est pour ça qu'il y a eu telle mesure politique, etc. Là, il n'y avait aucun problème. Mais par contre, pour l'avenir, il restait beaucoup plus flou et prudent. Alors, en tout cas, ce qui est sûr sur cette thématique, c'est que moi qui ai commencé à m'intéresser aux écoles Steiner et à l'anthroposophie il y a un peu plus d'1 an, et qui me suis pas mal documentée, quand je vois les théories du complot qui fleurissent et certaines thématiques, il y a du cousinage. Alors après, j'ai beaucoup de mal à savoir dans quelle mesure ça vient de l'anthroposophie ou ça arrange l'anthroposophie de les reprendre, ou tout cela est issu finalement de choses New Age qui sont communes. En tout cas, ça fait très très bon ménage, et on voit bien des convergences. Et en même temps, la plupart des anti-vaccins dont je vois les arguments, ils sont pas du tout sur des arguments de l'ordre des vaccins abîment l'âme, la vie spirituelle ou sont harimaniens. Ils sont sur des considérations soit de peur de la médecine moderne, d'éventuels accidents. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que, enfin drôle, si on veut, c'est que ce sont les mêmes qui voulaient à tout prix qu'on prenne de l'hydroxychloroquine, même s'il n'y avait aucune preuve scientifique que c'était efficace, qui ont très peur des vaccins qui seraient arrivés trop vite alors qu'ils ont subi tout un tas de tests. Voilà, donc on se retrouve quand même dans une certaine cohérence. Après, je ne peux pas forcément la décrypter, mais je pense que c'est effectivement une bonne période pour eux. Oui, il y a un livre de Rudolf Steiner qui s'intitule Lucifer et Ahriman, où Steiner décrit la prochaine incarnation d'Ahriman et quelle devra être la stratégie des anthroposophes par rapport à cette incarnation du démon sur la Terre. Et il dit explicitement, les anthroposophes devront s'allier avec d'autres courants spirituels, même si ces courants spirituels n'ont pas la vérité, même s'ils sont un peu lucifériens, eh bien, nous devrons quand même nous allier à eux parce que ce sera le seul moyen de vaincre Ahriman. Donc, cette porosité, proximité, ces échanges entre les anthroposophes et puis d'autres courants conspirationnistes qui n'ont pas la même doctrine qu'eux, qui n'ont pas le même vocabulaire qu'eux, n'est pas du tout étonnant pour moi. Ça fait partie de la stratégie décidée par Steiner, fixée par écrit, que doivent suivre les anthroposophes. Et au-delà de ça, je crois que c'est aussi un mode de pensée qui est totalement similaire. Ce ne sont pas les mêmes références, ce n'est pas la même doctrine, mais c'est un mode de pensée qui est le même, et c'est pour ça que ça ne pose pas beaucoup de problèmes aux anthroposophes de rejoindre tel ou tel conspirationniste du moment. Je souhaiterais que nous parlions aussi du dernier projet de Michel Joseph. C'est un astrosophe, donc c'est de l'astrologie anthroposophique. Un ancien professeur Waldorf est membre influent de la Société anthroposophique de France. Il souhaite créer une fondation pour l'achat d'un manoir afin de rechercher des familles européennes d'enfants étoiles, de les accueillir et de les former à l'anthroposophie. Il a par ailleurs identifié sa propre petite-fille Alma, née en septembre dernier, comme étant l'une de ses enfants étoiles. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Michel Joseph, qui il est, sur son projet, et nous expliquer ce que sont les enfants étoiles? Alors, Michel Joseph, c'est une figure importante de l'anthroposophie depuis de très nombreuses années. Il monte régulièrement des initiatives anthroposophiques. Moi, je me souviens l'avoir suivi quand j'avais 20 ans. Il avait un projet autour de l'Europe. Il s'agissait de créer un lieu où l'esprit européen pourrait vraiment s'incarner grâce à l'anthroposophie. Encore une institution. Voilà, je suppose qu'elle est devenue. Je pense qu'elle a pas vécu très longtemps, si jamais elle a vu le jour. Mais en tout cas, il avait réuni des fonds
autour de cette initiative à ce moment-là. Et voilà, c'était... Il y avait un don pour lancer des projets et monter des institutions en rapport avec l'ère du temps. Et dans les années 90, c'était l'ère du temps, c'était l'Europe, après le traité de Maastricht, etc. Je me souviens aussi de ce qu'on disait de lui dans les cercles anthroposophiques, notamment une vieille dame qu'il avait connue dans les années 60, lorsqu'il était tout jeune, lors de la création de la première école Steiner-Waldorf de France, et au moment où se réunissaient les premiers petits cercles anthroposophiques, notamment autour de lui. Et je me souviens de cette vieille dame qui me disait « Ah oui, Michel Joseph, il payait jamais son café. Il partait toujours avant d'avoir payé son café, on devait toujours payer pour lui. » C'est le souvenir qu'elle avait gardé de lui. Pour dire que si ce qu'elle dit est vrai, je suis pas sûr que Michel Joseph ait eu à ce moment-là un rapport très clair à l'argent. J'espère que ça s'est amélioré. Et j'espère que les fonds qu'il est en train de demander pour son institution chargée de s'occuper des enfants étoiles, s'il les réunit, iront bien dans le sens de ce projet. Après, est-ce qu'il s'agit d'un réel projet destiné à vraiment accueillir des enfants, ou bien est-ce qu'il s'agit encore d'une de ces initiatives fumeuses et flamboyantes dont il a toujours eu le secret? Je ne sais pas. J'espère que c'est la deuxième solution, en fait. Et j'espère qu'il n'y aura pas de manoir où Michel Joseph se chargerait d'accueillir des enfants étoiles, parce que là, je trouve qu'on serait en plein film d'horreur. D'après ce que je comprends, ces enfants étoiles, ça serait des enfants avec habités par des entités spirituelles exceptionnelles qui auraient vocation à sauver le monde, en gros, quelque chose de cet ordre-là. Je trouve ça très, très effrayant de mettre cette étiquette sur un enfant, même si ça peut paraître une étiquette extrêmement valorisante et positive. Je pense que ça doit être extrêmement perturbant. Et ça m'évoque, je pense que c'est pas sans rapport d'ailleurs, l'histoire des enfants indigos qui vient d'autres mouvements New Age, qui à un moment donné a ciblé tout particulièrement les enfants autistes, c'est-à-dire qu'on disait aux parents d'enfants autistes qui étaient un peu désespérés d'arriver à faire diagnostiquer leur enfant et d'avoir enfin une aide adaptée à leurs particularités, et à qui on disait mais non, votre enfant c'est un enfant indigo, c'est normal qu'il soit bizarre parce qu'il n'est pas complètement adapté à notre monde, il est très spécial, il est très important, et où on faisait miroiter à ces familles quelque chose de positif pour mettre un emplâtre sur une douleur, tout en prenant le risque énorme d'un retard de diagnostic et de prise en charge tout à fait dommageable pour un enfant atteint de troubles handicapants. Donc moi j'espère aussi, comme l'a dit Grégoire à la fin, que ce n'est qu'une arnaque. Tant pis pour les gens qui seront arnaqués, mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas des enfants qui se retrouvent coincés dans ce genre de trucs glauques, ou des familles crédules qui se laisseraient embarquer dans je ne sais quel projet douteux. Oui, les enfants indigos viennent de la secte Crillon. Monsieur Perras, vous pouvez nous en dire davantage? Michel Joseph, c'est une personne importante au niveau européen. C'est un anthroposophe qui a un grand rayonnement dans pas mal de pays, d'anciens pays de l'Est, Prague, en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie, etc. Moi, il m'est arrivé de voyager il y a plus de 20 ans en Roumanie, d'être accueilli totalement en dehors de l'anthroposophie,
et d'être accueilli par une personne qui, au bout d'un moment, me dit « Ah, mais vous êtes anthroposophe, mais moi aussi, grâce à Michel Joseph, je suis devenu anthroposophe. Il vient souvent ici faire des séminaires, des conférences, etc. » C'est une personne qui a un grand rayonnement à travers toute l'Europe et même au-delà. Et quand on lit ce qu'il écrit ou ce qu'il poste sur sa page Facebook, on se dit c'est pas quelqu'un qui a toute sa tête, hein, et ça date pas d'hier, ça date pas de son âge avancé. Et pourtant, c'est aussi un personnage important de la société anthroposophique. Si vous regardez le programme de la Société anthroposophique en France, vous verrez que Michel Joseph prononce des conférences, il propose des séminaires, et malgré le caractère évidemment problématique et voire dangereux de ses propos, il n'est pas discrédité, il n'est pas renié par les instances françaises de l'anthroposophie. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à pointer parce qu'on retrouve très souvent cette manière de faire chez les anthroposophes. Vous avez par exemple eu le docteur Kovan qui a tenu des propos sur le Covid-19, qui a fait connaître l'anthroposophie d'ailleurs, en prétendant que la médecine anthroposophique lui avait permis de voir que la Covid-19, était un effet de la 5G. Et vous avez quelques instances de l'anthroposophie mondiale qui ont fini par dire, mais du bout des lèvres, que c'est pas vraiment un anthroposophe, il ne représente que lui-même, on sait même pas qui c'est, on le connaît pas. Alors qu'en fait, si on enquête, on s'aperçoit qu'ils le connaissent très bien, que cette personnalité s'invite quand il veut dans les différentes sociétés anthroposophiques pour parler d'anthroposophie partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment la logique de l'anthroposophie. C'est-à-dire, on laisse les gens devenir des gourous, dire n'importe quoi à leurs ouailles, voire dire publiquement des énormités conformes à la doctrine de Steiner, hein, mais que normalement les instances officielles de l'anthroposophie se gardent bien de dire publiquement. On les laisse faire, on les laisse dire, on les laisse constituer leur groupe autour d'eux. Et si vraiment, vraiment, vraiment ça dérape, là, il va y avoir une gentille petite condamnation officielle qui n'est pas destinée à durer. Pourquoi ? Parce que le fait de constituer des groupes qui tournent autour de gourous, c'est le logiciel de l'anthroposophie. L'anthroposophie est née comme ça, avec Steiner lui-même, qui a constitué, qui a été le gourou d'un groupe qu'il a aggloméré petit à petit et qui est devenu de plus en plus important. Et l'anthroposophie, elle doit continuer aussi à se répandre comme ça, c'est-à-dire avec des personnalités charismatiques qui ont énormément d'emprise sur ceux qui l'entourent et à qui ils peuvent ainsi diffuser la doctrine de Steiner. C'est pas du tout un accident, Michel Joseph. C'est pas du tout un accident, Thomas Kovan. Nous devons toujours essayer d'obtenir de l'argent de la collectivité. Tout médecin étranger serait source de difficultés. Nous devons laisser le mot anthroposophie de côté. Si nous devons un jour abandonner l'école Waldorf, cela signifiera ôter le sol sous les pieds de notre mouvement anthroposophique tout entier. Plus nous nous fermerons vis-à-vis de l'extérieur, mieux cela vaudra.
Nous n'avons pas le droit de laisser les fonctionnaires de l'État pénétrer ce qui fait la substance de notre institution. S'ils veulent observer l'école, qu'ils le fassent, qu'ils viennent traîner leurs guêtres ici. Il faut se faufiler, il faut être conscient que c'est nécessaire au moins pour atteindre notre but, parler aux gens et intérieurement les duper. Nous arrivons à la fin de cet échange. Je souhaite vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous et je vous laisse le mot de la fin. Ah, c'est toujours la même responsabilité de conclure. Qu'est-ce que je peux dire qui serait pertinent après tout ce qu'on a dit? Je crois que c'est important qu'il puisse y avoir des émissions où avec des questions précises comme celle-ci, où ça me donne l'occasion de dire des choses que je n'aurais pas encore dites, malgré que j'ai écrit et dit déjà beaucoup de choses. Mais en fait, quand il y a des questions précises, intelligentes, je vois que j'ai encore des choses à dire. Ce que j'aimerais, au bout du compte, c'est que de plus en plus de gens aient la capacité de se mettre dans la peau d'un anthroposophe. Il n'y a que comme ça que cette mouvance, cette doctrine sera vraiment démasquée, c'est quand les gens pourront la connaître suffisamment pour savoir ce que ça fait d'être anthroposophe, d'être ancien élève Steiner-Waldorf, et de voir qu'effectivement, faudrait plus que ça soit accepté par la société. On a pu parler de la situation actuelle, c'est bien, avec des éléments sur la situation actuelle. Et je trouve que le regard de Stéphanie, pour moi, est précieux parce que il me rappelle la normalité, ou il me l'a fait découvrir même par moments, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un ancien anthroposophe. Donc, c'est très important que quelqu'un qui connaisse ce qu'est la normalité porte son regard sur ce que je peux dire ou ce que d'autres disent sur les écoles Steiner-Waldorf pour pouvoir y réagir du point de vue de la normalité, ou dire ce qui serait à dire du point de vue de la normalité. Moi, très souvent, quand je décris ce que j'ai vécu, je le décris pas comme quelque chose d'anormal. Je témoigne juste de ce qu'a été mon vécu et il faut que je fasse un effort pour me rendre compte que ce vécu était problématique et contenait des choses gravissimes parfois. Parce que sinon ça me vient même pas à l'idée de le raconter d'ailleurs, hein. Donc c'était une bonne idée, je trouve, de nous réunir ce soir. Oui, oui, oui. Moi, ce qui me semble important et le but que je poursuis depuis que j'ai entendu pour la première fois le témoignage de Grégoire Perra, c'est de surtout faire connaître autour de vous, aussi largement que possible, qu'une école Steiner, c'est pas juste une école alternative comme une autre, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus bizarre, et qu'on n'y met pas ses enfants comme ça sans se renseigner. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et je voulais dire aussi à ceux pour qui ce long entretien serait leur premier contact avec l'anthroposophie et les écoles Steiner, que non, Grégoire n'est pas complètement perché. C'est-à-dire que moi, la première fois que je l'ai entendu, ça m'a alertée. Je lui ai trouvé des gros accents de sincérité, mais il disait des choses tellement aberrantes et folles. Je me suis dit, c'est pas possible. Le pauvre, il a passé 30 ans dans une secte, il n'est pas ressorti complètement indemne, et dans ce qu'il raconte, il y a des choses qui sont exagérées, racontées à sa façon, un peu délirantes. Et donc, j'ai eu à cœur d'aller vérifier, d'aller prendre des éléments ailleurs, et ailleurs que dans des témoignages. C'est pour ça que j'ai commencé à lire patiemment Steiner. Et non seulement ça ne m'a pas confirmé que Grégoire était délirant, mais ça m'a confirmé que Steiner était encore pire que ce que Grégoire raconte, parce que là, on a parlé beaucoup des écoles,
un petit peu de la médecine. On a aussi la biodynamie, qui est une espèce d'agriculture bio avec du magique par-dessus, et une grosse couche de marketing. Il y a des banques anthroposophiques. Et dès qu'on tire un fil, il y a plein d'autres choses qui viennent. Et moi, ma crainte actuellement, en ce qui me concerne personnellement, j'ai beaucoup plus de crainte évidemment pour les enfants, c'est de devenir complotiste à cause de l'anthroposophie, c'est-à-dire que j'ai tendance à voir des anthroposophes partout. Et malheureusement, ils sont extrêmement présents de façon très diffuse et très cachée. Et ça, c'est problématique parce que du coup, on a tendance à les voir là où ils ne sont peut-être pas vraiment et à ne pas les voir là où ils sont. Mais voilà, en tout cas, vraiment, je pense que si chacun peut prévenir son entourage, surtout son entourage qui a des enfants ou qui aura des enfants, qu'une école Steiner, c'est pas une école comme les autres et qu'on n'y met pas ses enfants sans se renseigner très finement sur ce que c'est exactement, je pense que voilà, ce genre d'émission aura vraiment servi à quelque chose.